Salut India! Allô? Hey, ça fait longtemps que j'avais envie qu'on prenne du temps pour discuter parce qu'on se croise tout le temps dans des moments comme ça, où est-ce qu'on se rattrape un peu puis on a l'impression qu'on est comme des sœurs jumelles. Toi, comment tu es devenue féministe? Moi, c'est écrit, quelqu'un me l'a rappelé récemment sur mes réseaux sociaux, j'ai écrit féministe depuis 15 ans. Quelqu'un qui m'a dit comment ça se fait, il m'a dit, est-ce que c'est dans une entrevue, est-ce que c'était ta façon de cruiser les gars d'être féministe à 15 ans? Je disais, hey boy, surtout qu'à notre époque, c'était pas à la mode, là. Il y a eu une époque où, dans les dernières années, où c'était devenu quasiment à la mode, tout le monde se dit féministe, pour ce que ça veut dire. Mais moi, j'ai dit non, c'est grâce à mon père. Parce que moi, je viens d'une famille plus conservatrice, où pour eux, tu sais, ils veulent qu'on garde nos valeurs et tout ça. Fait que non, ça, tu peux pas faire ça, t'es une fille, t'es une fille. Aujourd'hui, mon père a totalement évolué. Je l'ai lu dans ton livre. Oui, j'en parle dans le livre. Je l'ai lu que tu te battais avec lui pour te baigner en costume de bain et que lui, il trouvait pas ça correct. Devant les étrangers. Devant les étrangers. Aujourd'hui, puis là, t'étais là, mais nous, on aimait trop se baigner. Puis là, je vous imaginais, toi puis ta sœur, puis tout ça, puis tu disais que ta plus jeune sœur, elle a bénéficié de vos batailles. 15 ans de différence. Dans une famille, pour moi, on dirait que c'est une petite société, tu sais, une micro-société, une famille. Puis là, il y a eu, dans le fond, une évolution à même la famille qui a bénéficié à ta sœur. Puis c'est ça qu'on essaye tout le temps de faire. Tu sais, dans la société, c'est de faire bénéficier aux générations futures. Fait que toi puis ta sœur... j'aime ça, la famille, la comparaison de la famille et la société. Oui. Absolument. Puis mes parents, puis comme n'importe quel parent, pas juste des parents d'immigrants qui sont immigrants, ils évoluent entre leurs premiers, quand ils ont plusieurs enfants, entre leur premier et leur dernier, parce que les enfants les font cheminer. Puis, fait que ma sœur, elle, oui, c'est ça, j'en parle. Fait que tu as lu mon livre. Ben oui, j'ai lu ton livre, mais je réponds à ta question. Puis après, je veux parler de ton livre parce que je c'est comme ça que je suis devenue féministe, à cause de mon père. Ou grâce. Moi, je dis grâce. Parce que... positif. Parce que je me disais, bien, comment ça se fait? Puis moi, les injustices, j'haïs ça. Ouais. Fait que ça me fâchait. Pourquoi? Si j'étais un garçon, est-ce que je l'aurais fait? Oui. Puis, tu sais, il y avait des discussions sur ça. Puis moi, je devenais, là, enragée. Fait que là, oui, féministe enragée. Fait que là, je féministe, dans le fond, en combattant oui, parce que c'est la liberté. Oui. Dans le livre, à la fin, j'ai eu l'impression que c'était une recherche aussi de liberté comme femme que je voulais avoir. Puis, fait que c'est comme ça que je sens que je suis devenue féministe encore plus. Probablement que je l'aurais été sans mon père. Je fais aussi une boutade. Mais ça m'a permis aussi de... Comme un peu, j'avais une colère, puis j'étais fâchée. Puis pour combler ça, cette colère-là, bien là, je lisais, j'apprenais sur des femmes. Ton père. Parce que, je veux dire, ça démontre quand même une ouverture qui a accepté vos points de vue. Oui, puis tu sais, à un moment donné, ça devient aussi imposé, genre il lâche prise. Là. Ben oui. Puis parce qu'au début, c'est une peur, parce qu'on arrive dans une nouvelle société, c'est pas les mêmes valeurs, ils entendent des choses, ils ont des amis qui leur disent des choses sur les valeurs, par exemple, hommes-femmes, sur, tu sais, les jeunes qui font l'amour très, tu sais, la sexualité, c'est très, très tabou. Tu dis que ta mère, elle acceptait pas que vous alliez dans des fêtes de famille parce qu'elle voulait pas que des parents non mariés s'embrassent. Oui! Je trouvais ça... Ben oui, c'est ça qu'ils vont faire, mais ça a l'air ridicule, sauf que... Non, parce que dans ton livre, t'en parles. Moi, ton livre, j'ai... Bien, attends, je vais répondre à ta question du féminisme, puis après ça, je te parle de ton livre. Bon. Le féminisme, pour moi, je pense pas que je peux mettre une date précise dessus, mais j'ai un événement précis qui a alimenté, je pense, qui a alimenté ma réflexion. Puis tu sais, je pense que pour moi, le féminisme, c'est construit. Je sais pas s'il y a un jour particulier que je peux dire, là, je suis devenue féministe. Mais pour moi, on dirait que ça s'est construit dans mon éducation. C'est-à-dire que, bon, tu sais, moi, je suis née en 1976, donc j'ai tout vécu ça. Tu sais, les femmes qui, justement, s'émancipent. Ma grand-mère qui n'avait pas les mêmes droits que ma mère. Donc, d'apprendre tout ça. Tu sais, à la télé, on voyait des personnages. Je me souviens, dans Peau de banane, Zoé Caillé, qui était une petite militante. J'ai pas regardé ça. C'est les années 80? Les années 80, Zoé Caillé, qui était Marie-Soleil Touga. Ah, ben oui. Puis elle, c'était dans Peau de banane, là, c'était vraiment une féministe. Donc moi, on dirait que inspirée par elle, souvent, j'étais du genre à l'école
à débattre avec les garçons, puis, tu sais, à être très, très, justement... Toujours la télé, puis les personnages de télé, ça vient avoir un impact. Tout ça fait partie de ma construction et de ce que je fais encore aujourd'hui avec mes essais, parce que j'analyse la culture pop et l'influence que ça peut avoir sur nous. Mais je me souviens d'un événement particulier qui a été vraiment fondateur pour moi, c'est que moi, j'allais dans une école privée. Excuse. Ben non, franchement, ça rien. Ben non, ben voyons donc. Ça s'appelle le Collège Notre-Dame de Bellevue à Québec. Donc, il y avait des religieuses qui nous enseignaient. Et c'était des femmes très, très... avec beaucoup de bagou, tu sais, une grande force de caractère. Puis, je trouve qu'elle nous inculquait, sans le nommer comme ça, beaucoup, justement, le féminisme, l'égalité que les femmes devraient avoir avec les hommes. Puis à un moment donné, j'ai gagné un concours de bande dessinée. Puis je suis allée avec la directrice à Montréal. Qui est une sœur, pour réclamer notre prix. Et là, moi, je m'intéresse... Moi, je pose tout le temps des questions aux autres. Même quand j'étais petite, j'étais comme ça. Puis là, j'avais la directrice, là. Celle T'en as profité? On a toute peur d'elle, là, tu sais. Puis, tu sais, elle avait comme un air peut-être un peu austère, tout ça. Mais moi, j'étais dans une voiture pendant 3 heures avec elle. Quel privilège. Donc, je lui pose des questions sur sa foi. Là, t'avais quel âge, là? 16 ans, secondaire 5. Je lui pose des questions sur sa foi, puis sur pourquoi elle est devenue religieuse. Puis moi, je m'attendais, là, tu sais, à un récit de « j'ai découvert Dieu, j'ai voulu me marier avec lui », ce qu'on entendait sur les religieuses, tu sais. Pas toute l'histoire que j'ai eue. Elle me raconte que quand elle était jeune, elle est tombée en amour avec un gars, puis ils devaient se marier. Puis finalement, le gars, il a brisé le cœur. Maudit gars. Maudit, hein? Il a brisé le cœur. Puis elle, à son époque, ben le mariage faisait qu'il fallait qu'elle fasse des enfants, qu'elle abandonne études et carrière et tout ça. Puis elle s'est dit, « Hey, le gars m'a brisé le cœur, puis moi, je suis sur le bord de mettre ma vie puis mes passions de côté. » Pour lui. Pour me ramasser de même avec un cœur brisé? Non, non, non. Puis elle a dit, là, j'ai décidé de poursuivre mes études. Puis la seule, elle m'a dit, dans le fond, la seule voie qui existait pour moi, c'était la voie religieuse, parce que ça me permettait de rester célibataire et de travailler. De travailler, d'aller dans mes passions. Puis là, elle est devenue directrice d'une école secondaire, tu sais, c'est quand même... Donc, le mariage et avoir une famille ne lui aurait pas permis de faire ça. Écoute, ça a été, là, comme... Cette discussion-là a été pour moi, là, genre, un coup de pelle d'en face, là. Parce que j'avais su que ma mère n'avait pas les mêmes droits que ma grand-mère, tout ça. Je savais tout ça. Mais d'avoir cette histoire-là personnelle, on dirait que ça m'a vraiment permis... Puis je me disais, mais c'est injuste. Puis j'en revenais pas. J'étais comme, mais pourquoi? Puis je pense que quand on est une fille, là, puis qu'on est, là, on dirait qu'on apprend tout ça. Nous, quand on est un enfant, là, on se sent égal. Bien sûr. Avec les autres petites filles, avec les autres petits gars, avec n'importe qui, tu sais. Puis t'apprends tranquillement, à coup de petites expériences qui fait mal... Que t'es pas égal. Que t'es pas égal, exact. Et ça te fait mal comme petite fille. Ça se fait pas comme moi, par exemple. Tu sais, moi, dans les années 80, aussi, j'étais dans une école de sœurs privée aux Émirats arabes unis, avec des sœurs religieuses arabes du Moyen-Orient, beaucoup de Libanaises. Et c'était très sévère, là. Tu sais, moi, j'ai reçu la règle. Quand tu connaissais pas ta leçon, là, tu te faisais frapper. Puis moi, j'étais comme parmi les plus calmes, là. J'étais pas la plus fatigante. Je pensais que t'allais dire le contraire. Non. Bien, j'avais sûrement ce côté-là, mais moi, j'ai un côté un peu plus rebelle, mais un côté bas d'élève aussi en même temps. Puis quand j'étais jeune, tu sais, je me tenais les fesses serrées puis tout ça. Puis malgré tout, elles étaient très sévères. J'étais dans une société où est-ce que c'était pas égal. Et ça, c'était assumé puis c'était correct. C'est comme, on est complémentaires. Non, mais les filles, c'est pas la même... C'est-à-dire qu'on a le même amour, mais on sait que c'est pas les mêmes droits puis c'est pas le même chemin. Fait que c'était comme ça. Alors qu'au Québec, il y a quelque chose de plus sournois parce qu'on dit pas qu'on n'est pas égal. Exact. Sauf dans nos réseaux à nous. Mais dans la société, tu sais, il y a comme l'idée que tout est égal. C'est pour ça qu'après ça, il y a des gens qui disent, bien,
pourquoi on est déjà égal. Regardez, on a une première ministre femme, on a telle chose. On a des femmes qui sont rendues à des très hauts niveaux. Donc, toutes les apparences sont là pour nous montrer que c'est égal. Fait que l'inégalité est plus sournoise. Oui. C'est pas nommé. Alors que moi, je viens d'une société où c'était nommé, c'était plus frontal, que c'est pas égal, puis c'est accepté, puis c'est comme ça. Probablement que ça ne l'est plus aujourd'hui. Eux aussi ont évolué. Mais dans ces années-là, c'était comme ça. Puis comme je te dis, dans ma famille, nous, on était 3 filles. Mon frère, quand il est né, moi, j'avais 10 ans. Puis, fait que j'ai pas vécu l'inégalité à la maison. Puis je suis sûre que mes parents n'auraient pas été si inégales. Mais dans le discours, ça l'était. Tu l'as vécu un peu dans le sens que ton frère, lui, avait le droit d'aller dormir chez des amis, il avait le droit Oui, c'est ça. En vieillissant. Après ça, j'ai une sœur, 15 ans plus jeune, nous, on est 5 enfants. Elle aussi, elle avait quand même des droits. Fait qu'il y a eu une évolution aussi. Bien, il y avait le garçon, mais il y avait aussi une évolution. La micro-société. Exact. C'est comme, vous voyez les droits de votre frère. Ouais. Là, vous dites, « Hey, je veux les mêmes droits. » Là, vous vous battez pour vos droits, puis là, ça bénéficie à la petite sœur. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que j'aime de ton livre, c'est de voir tout à quel point ton militantisme a commencé au sein de ta famille. La famille, oui. Puis que finalement, ça s'est transposé à la société aussi. Bien, c'est ça, je voulais qu'on parle de ton livre parce que je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça super beau. Je trouve que tout le monde, premièrement, c'est écrit comme un super bon roman, là. Tu sais, au début, tu prends un café, là, tu t'en vas, OK, je suis prête pour ma journée, tu sais. C'est vivant. C'est vivant. C'est pas de la théorie. On te reconnaît tout de suite. Puis, ce que j'aime, c'est que dans le fond, tes causes sociales sont imbriquées à ton histoire personnelle. Ouais, c'est quelque chose d'incarné. Oui, c'est comme si tu parles, dans le fond, un peu de ce que tu as vécu comme Québécoise immigrante, et la transformation de la société à travers ton propre vécu, puis comment tu aimerais ça améliorer la société par rapport à ton expérience personnelle. Quel bon résumé, mon Dieu! J'ai trouvé ça tellement bon, puis j'ai même trouvé que c'était un exercice d'empathie. Ouais. Je trouve que tout le monde devrait lire. Des livres comme ça, pour moi, bien, premièrement, ça se lit tellement comme un bon roman, c'est tellement bien écrit, c'est tellement simple, c'est tellement des formules punchées. Je trouve que ça devrait être inscrit au programme scolaire. Tabarouette! Ah ben là! Mais c'est vrai, pour moi... Ah ben ça fait vraiment plaisir ce que tu dis. Pour moi, un livre comme ça devrait être lu... je suis sûre que les secondaires 4 seraient capables puis aimeraient ça. Puis, tu sais, moi, c'est beaucoup... Il y a quelqu'un qui l'a dit dans la presse quand il est sorti un peu moins qu'1 an. Il a dit que c'est un peu dans la mouvance des livres. Puis là, pour moi, je trouve ça comme énorme, tu sais, de... Caroline Dawson, là où je donne le terre, où est-ce qu'elle... Mais elle, évidemment, c'est une romancière, elle s'écrit... tu sais, elle a un talent d'écriture aussi de fiction, mais c'était pas... T'as un talent d'écriture aussi, quand même, parce qu'il y a quand même... Tu sais, moi, je pense pas qu'il faut comparer entre les gens, entre les auteurs ou autrices. Moi, je pense qu'il faut les additionner. Oui. Tu sais, les expériences, le vécu féminin, comme le vécu des gens du pays ou de l'immigration. Tu sais, je pense que c'est des voix qui s'additionnent pour nous permettre de comprendre une expérience, tu sais, comme plus 360. Oui. C'est 300? Oui, c'est 360. Oui. Moi, des fois, j'ai de la parce que des fois, on dit 180, parce que si tu fais 360, tu reviens au même endroit. Oui, c'est ça. Mais là, ici, ça marche. C'est pas 180, c'est 360. Je veux dire, tu sais, comme d'avoir tous les vécus possibles. Puis moi, tu sais, je dis souvent que mon histoire, c'est une histoire unique parce que c'est la mienne. Oui. Mais dans le fond, c'est l'histoire de beaucoup de gens issus de l'immigration. Puis je l'ai vraiment écrit, bien, merci d'abord pour tout ce que tu dis, mais je l'ai vraiment écrit pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire, oui, les jeunes issus de l'immigration pour qu'ils se reconnaissent là-dedans. Oui. Puis là, j'y reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui disent « Mon Dieu, on dirait que c'est mon histoire que tu racontes. On dirait que tu parles de ma famille. » Donc, il y a quelque chose quand même d'universel dans le sens que c'est beaucoup des choses qui sont vécues de façon commune, mais aussi pour les gens qui ne sont pas en contact avec l'immigration. Oui. Puis il y en a, tu sais, qui ont une curiosité juste pour savoir comment ça se passe. Tu sais, je te parlais, par exemple, de mes parents qui sont plus avec une idée plus conservatrice. Puis aujourd'hui, tu sais, on pourrait les stigmatiser puis dire, mon Dieu, ils sont pas intégrés. Non. Ça n'a pas de bon sens. Nous, on n'a pas de symbole apparent, par exemple. Ils nous ont pas fait porter le voile et ce genre de choses-là. Mais il y avait quand même une confrontation des valeurs dans la société.
Puis quand tu arrives, tu t'intègres pas à l'instant où tu mets le pied. C'est un processus d'apprentissage, puis ça prend du temps. Et les immigrants et la société, les Québécois, tout le monde se transforme. Puis on n'est plus les mêmes. Exact. Puis on peut pas dire « ça n'a pas de bon sens, on a changé ». Ben oui, même le Québec de 1910, c'est pas le Québec de 1810. Non. Là. Puis moi, ça a toujours évolué, ça dire, va continuer. Dans n'importe quelle famille, les batailles que tu as eues avec ton père... Ça existe dans toutes les bonnes familles québécoises. J'en ai eu avec mon Ben père. oui, bien sûr. Je me chicane avec ma mère dans sa façon de gérer son recyclage. Puis j'ai des discussions avec mes parents qui, je veux dire, moi, tu sais... Il y a une différence générationnelle. Oui, puis on a les mêmes batailles parce que moi, je pense que la jeunesse fait tout le temps évoluer évoluer, je le dis pas dans un sens péjoratif ou pour juger les anciennes générations, mais je veux dire, on avance tout ensemble. Puis la jeunesse, tu sais, moi, là, la jeunesse m'inspire à avancer. Il y a des choses que je connaissais pas, que la jeunesse m'apprend, puis tu sais, ça me fait avancer dans la modernité. Moi, je trouve que toutes les générations, c'est ça qui est intéressant, tu sais, les générations plus vieillissantes peuvent nous apprendre sur leur passé, puis les jeunes générations peuvent nous apprendre, puis en unissant nos forces comme ça, je trouve que c'est ça qui nous amène plus loin. Oui, ça manque incroyable, tu sais, puis dans nos algorithmes, on est toutes, tu sais, on dit tout le temps que non, on est ouvert sur le monde, mais des fois, on reste dans nos chambres d'écho, là. Je sais que c'est galvaudé maintenant de dire ça, mais c'est la vérité. Les jeunes restent avec les jeunes, les plus vieux avec les plus vieux. Puis, tu sais, moi, des fois, je le sais, par exemple, je vais aller faire une entrevue à TVA, je le sais que ça va être une catégorie. C'est comme ma belle-mère, là. Tu sais, c'est elle qui va regarder ça. Après ça, quand je vais à tel endroit, je sais que c'est d'autres. Tu sais, on est toutes compartimentés. Alors qu'on a beaucoup plus de ressemblances que ce qu'on peut penser. Puis ça, les lieux, les lieux communs, les parvis d'église existent de moins en moins. Puis bien, en fait, il n'y en a plus. Bien là, j'ai appris une nouvelle expression. Là, les jeunes, à cause de ça, de ce manque de lieux communs, ils disent « T'as-tu la ref? » Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai la que... ref? Mais c'est vrai, oui, moi, j'apprends beaucoup de choses avec beaucoup de Gen Z autour de moi. Là, puis nous, on est rendus des matantes. Bien, fait que là, je fais... Faut assumer. J'ai pas la ref. Ah oui, j'ai la ref! Là, je suis toute contente quand j'ai la ref. Mais oui, toutes les... Dans ton livre aussi... Puis ça, c'est une question que je me pose. Puis tu sais, dans ton livre, tu parles du fait que tu as souvent été invité à parler, à commenter sur, tu sais, le monde arabe, alors que toi, tu sais pas qu'est-ce qui... pas leur porte-parole. T'es pas leur porte-parole. Exact. Ton expérience est beaucoup plus québécoise. 100 1000 commenter. Non. Tu sais, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant, que c'est vrai qu'on a tendance à aller vers des... Ah, ben elle peut parler de ça. Parce que c'est une experte et une spécialiste, tu sais, genre... Même au Québec, tu demandes à des gens de commenter des phénomènes au Québec, qui vivent au Québec puis qui sont nés là, tu ne peux pas, là, demander à un expert. C'est ça. Je peux pas tout expliquer, tous les phénomènes. Ben non. Puis moi, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, au début, quand tu parles de la Palestine, puis tout ça, puis j'aimerais ça... Tu sais, j'avais lu aussi la BD de... Tu sais, c'est sûr que quand il est arrivé les événements du fameux 7 octobre, là, moi, j'étais comme... Tu sais, ça faisait genre 10 ans que j'étais comme, hey, le conflit israélo-palestinien, je le comprends pas, c'est trop complexe pour moi. Fait que là, le rendu là, moi, là, j'ai tout lu sur le sujet. À partir du 7 octobre, tu veux dire, ou avant? Bien, avant, je lisais, mais c'est comme j'avais de la difficulté à comprendre. Mais depuis le génocide? Bien là, j'ai vraiment... Tu sais, je me suis vraiment informée là-dessus, tout ça. Puis, tu sais, après ça, on peut... Des fois, je conseille des affaires vraiment de base à du monde. Je suis comme, lis la BD de Guy Delisle. Tu sais, mettons, le genre... Juste pour voir que ça commence pas le 7 octobre, cette affaire-là, tu sais. Puis je me demandais, tu sais, je lisais ton affaire, puis je voyais, tu sais, des choses, tu sais, comme vraiment injustes, comme tu dis, que les Palestiniens, ils n'ont pas accès à l'université. Parce que moi, ma famille, ils sont allés au Liban en 1948, quand il y a eu l'État d'Israël. On appelle ça la catastrophe, la Nakba. Donc, toute ma famille, mes arrière-grands-parents, grands-parents des deux côtés, ils se connaissaient pas nécessairement. Ils habitaient en Palestine, qui est rendue vraiment Israël. C'est pas la Cisjordanie, ça s'appelle Akka, au Saint-Jean-d'Acre. Fait que là, toute ma famille, mon père avait 2 ans, ma mère n'était pas encore née, sont allés au Liban en disant... On va y aller de façon temporaire. Beaucoup de Palestiniens sont allés au Liban, en Jordanie. Finalement, ils ne sont jamais revenus. Après ça, toute ma famille est allée au Liban. Puis au Liban, il y a eu tellement de
Palestiniens qui sont venus, qui sont en majorité musulmanes. Au Liban, il y avait tout un équilibre fragile des chrétiens musulmans et tout ça. Et donc, ils leur ont donné aucun droit, ce qui fait que mon père au Liban, ma mère, ils ne pouvaient pas travailler sauf avec des Palestiniens ou quelques métiers précis, et qui ont vécu beaucoup de discrimination. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de quitter pour aller ailleurs. Fait que ça a été comme une vie d'expatrié pour offrir la paix, pour offrir juste un pays puis une vie normale. Une vie normale à vous. C'est tout, oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on lit ça dans ton livre, quand on lit ça dans la BD de Guy Delisle, ou dans plein d'autres affaires, tu sais, je veux dire, dans ton livre, c'est simplifié. Dans la BD de Guy Delisle, c'est simplifié. Tu sais, je veux dire, c'est très simple à comprendre. Puis je me demande, puis c'est une question, comme je te dis, philosophique, puis tu sais, c'est pas une question à une experte, mais je me demande, qu'est-ce qui fait pour toi qu'il y a du monde qui arrête cette affaire-là au 7 octobre puis que ça commence là pour eux? Pourquoi, tu sais, ils partent de là, puis on dirait qu'il y a des gens qui sont pas capables de contextualiser. Parce que, oui, on peut dénoncer ce qui est arrivé sans... tu sais, il faut pas... Tu sais, le contexte est super important Le contexte est super important. Moi, ça, je ne me l'explique pas, mais... Moi non plus. Il y a des affaires de lobby et tout ça, mais moi, j'ai toujours parlé de... j'appelle ça la cause palestinienne. Pour moi, c'est une cause humaniste. C'est juste une histoire d'humains qui souffrent. Oui. J'essentialise pas. Je dis pas, les Palestiniens sont bons parce que c'est des Palestiniens, puis les Israéliens sont méchants parce que c'est des Israéliens. Je suis incapable de pas voir l'aspect humain chez les gens. Fait que pour moi, c'est juste une cause humaniste et non pas une cause particulière pour les Palestiniens comme un peuple élu. Ça n'existe pas pour moi. Non, les Palestiniens ne sont pas un peuple élu. Puis il y a des gens qui sont je veux dire, ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'ils disent. C'est juste une question humaine et c'est une question universelle, mais après ça, elle a été très politisée. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui disent « Mais pourquoi on parle toujours des Palestiniens? Mais pas des Soudanais qui souffrent. Mais parlons-en des Soudanais! » Moi, j'aime pas ça Parlons de la souffrance humaine partout à travers le monde. J'aime pas ça quand... Il y en a qui décident de mettre une particularité pour défendre un État qui fait des crimes contre l'humanité, qui s'appelle Israël, et pour cacher le fait qu'il y a beaucoup de pays qui appuient un État qui fait des crimes d'humanité. Tu sais que ça s'appelle le sophisme de la cause parfaite? C'est que quand tu défends une cause, là, tu parles de ta cause, tout ça, là, il y a quelqu'un qu'au lieu de débattre avec toi de ta cause, ils vont dire « Bien, pourquoi on parle pas de... » Bien, on peut en parler, mais c'est que là, on n'était pas en train de parler de ça. Là, tu parles des femmes qui vivent de violences conjugales. Sais-tu qu'il y a des hommes qui vivent de violences conjugales? OK. J'ai pas nié ça. Non, je veux dire, c'est ça. C'est comme... moi, je suis végane. Puis, tu sais, comme... Là, les gens, ils font comme... OK, tu défends les animaux, mais les enfants qui souffrent, oui, je défends aussi les enfants. Tu sais, j'ai pas nié qu'il y a des enfants qui souffrent. Tu sais, j'ai plusieurs causes. Je suis pas une personne à une cause unique. Je suis complexe. J'ai plusieurs causes. Mais tu sais, moi, ma grand-mère, elle avait 16 ans. Puis là, je parle de ma grand-mère parce que je me rappelle, parce qu'elle, je l'ai connue. Les autres, je les ai pas connus, mes arrière-grands-parents, évidemment. Puis ma grand-mère, à 16 ans, c'est là qu'elle a quitté la Palestine. Donc, elle s'en rappelle de ce moment-là. Puis c'était pas une femme politisée, tu sais, elle est allée à l'école pas très longtemps. Quand elle lisait en arabe, elle avait, tu sais, de la difficulté. Fait qu'elle, elle se rappelle juste comme de la vie normale. Puis là, je lui disais, c'était comment vivre. Puis j'ai un enregistrement d'elle, là, elle est décédée. Et où est-ce qu'elle me dit, elle me parlait de l'histoire d'avant, des fois, comme ils faisaient des sorties en famille, puis là, ils allaient au marché chez les Juifs, parce qu'eux autres, ils étaient en Palestine. Puis il y avait des Juifs partout, puis ils font partie de la vie. Tu sais, ils sont là, oui, ils vivent en communautés séparées, mais il n'y avait pas de haine parce que c'est des Juifs. L'antisémitisme, c'est pas ça chez les Arabes. Tu sais, on a même la même racine, si on veut. Il n'y a pas cette haine-là qui a existé en Europe. Puis là, il y a comme un sentiment de culpabilité qu'on essaie de compenser en appuyant Israël, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, entre guillemets, le problème juif qui a été appelé le problème juif dans le monde européen, bien, il n'a jamais existé dans le monde arabe. Il y a toute une histoire tellement riche de juifs en Irak. Naïm Katan, qui a écrit des livres ici, a vécu au Québec, c'est un Québécois.
Et il a parlé beaucoup des Juifs du monde arabe, tu sais. Il parle arabe comme un Irakien alors que c'est un Juif. C'est tellement... on a tellement de choses en commun. Puis moi, c'est pour ça que j'ai peur du discours où est-ce qu'on essentialise. Ouais. Puis même, je me rappelle, j'étais très jeune, là, j'étais à l'université. J'avais une amie libanaise. Tu sais, il y avait beaucoup de discours anti-juifs, là. Puis ça, j'ai jamais embarqué là-dedans. Parce que jamais... Ça devient du racisme. Ben oui. On n'est pas raciste. C'est pas ça. C'est vraiment, il y a des humains qui souffrent, il y a des enfants qui meurent innocemment. Puis on peut juste pas accepter ça partout dans le monde. Puis là, en ce moment, bien, l'État d'Israël fait des crimes. Fait que j'en ai toujours parlé comme ça. Puis évidemment, quand tu parles de ça, dès que tu dis Palestine ou tu défends la cause palestinienne, donc tu es anti-juif et tout ça. Puis là, je deviens la députée du Hamas, etc. Ben mais voyons. moi, j'embarque pas là-dedans du tout. Puis sincèrement, Mais moi, j'aimerais je pense ça. que c'est ça. Il faut en parler de façon comme un combat universel d'humains, Oui. tout simplement. Moi, je suis 100 d'accord. Ouais. Puis je suis 100 d'accord aussi avec ton point. C'est là le point simple. Tout le monde comprend Oui. ça. Après ça, le reste, c'est politique. D'arrêter d'essentialiser aussi les femmes Oui. et certains peuples, certains groupes. Tu sais, il y a comme... C'est vrai que on a tendance à faire ça. Oui. sociale et Oui. non pas naturelle. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, oui, c'est complexe, tout est compliqué. Genre, hey, l'environnement puis le changement climatique, c'est compliqué, parfait, on arrête de s'en occuper. Ouais. Tout est compliqué, puis ça, je le comprends parce qu'on en parle tout le temps avec politiquement. Il n'y a pas qui a raison des gens qui meurent, des crimes contre l'humanité, tout ça. Il existe des conventions à l'international. Ça vaut quelque chose. C'est juste ça, la base. Après ça, si tu veux apprendre le reste, comprendre l'histoire, oui, bien sûr, c'est important, mais c'est pas pour dire qui a raison, qui a tort, Non. tu sais. Il y a C'est des pour essayer principes de humains comprendre. universels qui doivent être respectés partout. Je suis tellement Moi, c'est comme d'accord. ça que je l'amène pour Ouais. dire n'importe qui comprend rien en politique va comprendre ça. Oui, ça, c'est vrai. Puis, tu sais, justement, tu sais, de comprendre que c'est une histoire complexe. Puis des fois, oui, c'est vrai qu'on dirait qu'on est... En tout cas, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, comme au Québec, pour moi, tu sais, on a comme des valeurs. Tu sais, on parlait des valeurs, nous deux, qu'on partage, féminisme, justice sociale, égalité, mais aussi de pacifisme, tu sais. La paix, là, La tu sais, paix. j'en reviens pas que maintenant... Tu sais, c'est pas cucu, là, dire la paix dans le monde. Puis malheureusement, aujourd'hui, là, où est-ce que tout le monde nous dit, tu sais, le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, avec Donald Trump et le bonhomme orange, eux autres, ils l'appellent pas bonhomme orange, c'est comme ça que moi, je l'appelle. Bien là, c'est ça l'avenir. Il va falloir investir là-dedans, dans l'armée. Non, mais je veux juste, C'est ça, le je veux Québec. juste faire une petite parenthèse Ouais. pour te dire un secret sur moi, OK? Bon, je le dirai à personne. C'est un secret, mais je le partage, OK? Tu sais, bon, moi, je fais des vœux à 11h11, OK? Je vois souvent à 11h11, ça apparaît Bon, souvent dans mon J'en ai cellulaire. parlé dans Aurélie Laflamme. Ceux qui me suivent, ils connaissent. J'ai acheté tous tes livres pour ma soeur qui a 15 ans plus jeune. Je lisais les débuts, mais j'ai Merci. pas tout lu. Mais parfaitement. c'est très important pour moi, 11h11. Tu sais, moi, je suis athée, j'ai pas de croyance religieuse, mais j'aime avoir la croyance que je peux faire des vœux à 11h11. Et mes vœux, comment ça marche? Tout le monde a son genre de vœux à 11h11, OK? Chacun, il y en a qui le disent pas, il y en a qui le disent, il y en a, tu sais... Oui, il y a comme des Bon. règles. Bien, moi, j'ai pas de règles. Du moment que je vois 11h11, genre, je suis libre de faire tous les vœux que je veux, puis j'ai le droit de les dire, OK? Parce que moi, je trouve que les vœux, quand on les dit, ils peuvent plus se concrétiser. Ah! Ouais, c'est ça ma croyance. J'ai décidé que J'ai ce moins serait souvent ça. entendu ça. Ouais, Ouais. moi, j'ai décidé que ce serait ça. Parce qu'on a le droit de décider de nos croyances, tu sais. Et je fais tout le temps quelques vœux pour moi, quelques vœux pour les gens qui j'aime, puis quelques vœux pour la planète. Puis depuis que j'ai genre 10 ans, mon dernier vœu, c'est paix dans le monde. Puis c'est pas arrivé! Non. À 11h11, des Non. fois, je remets en question. Oui, peut-être que tu devrais arrêter de le dire puis le garder à l'intérieur. Mais là, il est trop tard. Ben oui, fait que c'est pas cucu. C'est ça. Mais c'est un vrai souhait. Parce que quand... Tu sais, ça a l'air cucu quand ça nous touche pas personnellement. Mais comme parle-en aux gens en Iran, en Palestine, au Liban, qui sont en train de mourir, tu sais. Pour eux, c'est concret. C'est leur vie. OK, je vais te dire quelque chose
que des fois, ça me fait paraître folle. Mais là, je suis comme, soyons fous, Ruba, soyons fous. Ah, avec moi, tu peux tout te permettre. OK. Mais là, dans les commentaires, les gens vont vraiment me trouver conne, mais bon, assumons-le. Non. Ah, ben ça, tu sais. Au Peu pire- importe ce qu'on dit, ils vont critiquer. Fait que c'est correct. OK. Tu sais, des fois, dans la recherche spatiale, tu sais, bon, là, ils vont chercher de la vie sur d'autres planètes, OK? Puis je suis comme, regardez l'histoire là, de l'humanité, là. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette vie-là, OK? On veut se battre avec, la manger, la mettre en cage, étudier dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec cette vie-là? Moi, je suis comme... Ben, les aider à bien vivre. Je veux pas qu'ils la trouvent! Je veux pas qu'ils la trouvent! Parce que ce qu'ils vont Exact. faire, c'est qu'ils vont construire là-dessus, leur voler. Leur Comme voler. ce qu'on a fait ici en Tu sais, Amérique. quand je regarde Alien, là, mon chum, il m'a montré Alien l'année passée. Je suis comme, mais voyons! OK, les humains, ils arrivent, OK? Elle veut défendre ses bébés, la madame Alien, puis on est comme... Non, on va Avec. Je suis comme. Je comprends pas l'histoire. Je suis comme. Moi, je suis du bord de la maman Alien qui veut protéger ses bébés, là. Tu sais, comme. Comment ça qu'on voit l'héroïne Ben- faire ça? Puis je suis comme. C'est des bébés! Ben, tu sais, je pense que la majorité des Québécois sont comme toi. Ah ouais? Oui. Parce on veut pas que les gens meurent, puis on veut pas tuer le monde, tu sais. On fait pas des films comme ça. Sauf si Sauf- c'est d'autres espèces. Ouais. Sauf si c'est des gens qui ressemblent pas à nous. Ah! En tout cas, c'est Peut-être. ma réflexion Oui. spatiale. mais oui. Si on, tu sais, comme quand il y a des formes de vie, moi mon rêve de 11h11, ce serait qu'on se rende compte que on est tous ensemble Ouais. sur cette même planète-là, qu'on soit des humains, qu'on soit des animaux. baleines, qu'on soit des... Ben moi, à 11h11, je rêve de pas faire des reculs dans les peu d'avancées qu'on a faites Ouais. pour l'égalité entre les femmes et les hommes, l'environnement, puis aussi la protection des droits fondamentaux. Tu sais, on a toujours eu une... tu sais, je disais que mes parents ont choisi le Québec. Pourquoi? Pour la paix. Sincèrement, c'est pour la paix, comme tes vœux. Puis aussi pour la stabilité, puis avoir juste une belle vie normale. Pas de politique. Évidemment, regarde ce que leur fille leur fait. Jamais de la politique. C'est ça que je dis aussi dans mon livre. Puis là, malheureusement, c'est ça qui est en train d'arriver. Tu sais, on nous fait reculer. Tu sais, Christine Fréchette, c'est ça qu'elle dit. Le monde a changé. Il va y avoir des milliards de dollars que le gouvernement de Carney va mettre de l'avant pour l'industrie militaire. Donc, on devrait aussi en bénéficier puis aller dans le militaire. Puis quand nous, on critique ça, on est pas mal les seuls à l'Assemblée nationale à le faire à Québec solidaire. J'avais vu une fois quelqu'un qui a dit « Oui, la belle morale de Québec solidaire, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait contre un Poutine ou contre toutes ces personnes-là qui veulent la guerre? Faut qu'on se défende. » Mais tu sais, je veux dire, en ce moment, on n'est pas... Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a à offrir de mieux dans le monde au Québec? Moi, là, j'ai... Pour créer des jobs, pour faire quoi? Puis supposons qu'il n'y a pas de guerre puis qu'il n'y en a pas, là. Puis là, on a créé toute cette ces armements-là. On se dit, ils sont stockés, il va falloir qu'il y ait des guerres pour les utiliser. C'est tellement dangereux. J'ai pas d'opinion concrète, j'ai une opinion philosophique. Oui. OK? C'est que moi, là, tu sais, j'écoute plein de podcasts là-dessus. J'ai écouté Sur l'armée? Oui. Ouais. Bien, sur des phénomènes qui sont arrivés, des PTSD, puis des affaires comme Ouais. ça. Quel documentaire? Voyons, le documentaire qui a gagné aux Oscars, je l'ai écouté. C'est Mr. Nobody, je pense, que ça s'appelle. Je sais pas. Ouais. C'est extraordinaire comme documentaire. Puis ce que tu vois, là, OK, c'est des jeunes garçons. Puis ça, c'est plus des jeunes garçons, OK? Il y a des filles dans l'armée, mais, tu sais, La minorité. en général, c'est des jeunes garçons. Ouais. Et ça aussi, c'est une injustice. C'est qu'on prime les jeunes garçons à devenir des héros forts, Ouais. tu sais, qui vont se battre pour leur patrie, pour Ouais, leur famille. courageux. tu sais. Bon, ça fait partie du patriarcat. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est des jeunes garçons, OK, qui sont en guerre contre d'autres jeunes garçons Ouais. d'un autre pays, d'une autre cause et tout ça, et qui vont souvent mourir ou être blessés, vivre des extrêmement handicapés. grosses PTSD Mhm. pour
une guerre qui leur appartient pas. Et comme on voit dans le documentaire, que je pense que ça s'appelle Mr. Nobody, mais tu sais, il me semble que c'est ça le titre. Mais comme on voit, souvent, il y a une espèce de propagande pour essayer d'amener les gens à croire que cette guerre-là est légitime. Mais quelle guerre est légitime? Bien, c'est exact. C'est tout le temps comme ça de la justifier. Oui. Puis c'est la guerre de qui? Exact. C'est la guerre des hommes de pouvoir qui, eux, ne seront jamais blessés, ne vivront pas de PTSD, ne seront pas un membre de leur famille que leur famille va perdre. Puis moi, c'est ça qui me fait de la peine. Puis ça rentre tout dans le mouvement, tu sais, tout le mouvement masculiniste, là, essaye vraiment d'amener les jeunes garçons à justement vouloir devenir ce héros armé qui va défendre sa patrie. Tu sais, c'est ça le réel, selon moi, c'est des chars à canon. C'est d'en faire des chars à canon. Et moi, ça me fait de la peine. Et tu sais, quand on me parle, mettons, dans ton féminisme, tu t'intéresses pas aux garçons. Oui, je m'intéresse aux garçons parce que pour moi, le masculinisme, qui est, dans le fond, de l'antiféminisme, c'est pas juste contre les femmes, c'est aussi contre les jeunes garçons. C'est contre ces garçons-là qui se font amener à vouloir défendre une cause, est-ce que ça leur appartient vraiment? Puis, tu sais, c'est parce que souvent aussi, dans l'imaginaire des garçons, pour faire ça, oui, il y a les réseaux sociaux, mais tu parles beaucoup des documentaires, des films. Il y a tous les films d'Hollywood de l'homme fort qui va se battre puis qui va tuer les méchants et tout ça. Fait que ça, c'est très, très présent dans l'imaginaire des garçons. Fait que c'est souvent la culture, le cinéma, les films. Ça a aussi un impact dans la culture imaginaire, puis ça a un impact aussi dans la réalité. Puis tu sais, tu parles beaucoup, tu as beaucoup de rêves, des rêves culturels. Bien, tu as fait un livre là-dessus aussi. Bien, je veux juste rebondir vite, parce que nos cerveaux fonctionnent de même. Exact. Mais j'ai regardé une vidéo l'autre jour par rapport à ce que je suis en train de dire, puis par rapport à ce que tu disais, mais tu sais, qui parlait de ce héros. Tu sais, le héros qui doit se détacher de toute sa famille pour les protéger, pour aller sauver le monde. Ça, là, c'est un trope qui revient souvent dans la culture des super-héros. Le super-héros, tu sais, on voit ça dans Spider-Man, on voit ça dans Batman, on voit ça. Le héros ne peut pas, il doit se détacher. Comme par exemple dans le plus récent Spider-Man, il doit faire enlever la mémoire de ses amis pour sauver le monde. Donc, et à la fin, ses amis disent « On va accepter de faire ça à condition que tu viennes et que tu recrées le lien avec nous. » Puis finalement, ils décident de ne pas recréer le lien pour les protéger. Puis il y a souvent ça dans la culture populaire, le héros masculin qui doit être seul. Mettons qu'on prend un lieu commun. Bien, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes garçons? On dit « Tu dois être seul, tu dois jamais montrer ta vulnérabilité, tu dois être fort et seul pour... le bien des autres. C'est triste, c'est un sacrifice. Et comment tu veux qu'un garçon se construise bien en se détachant de toutes ses émotions, de toute sa vulnérabilité, de tous ses liens avec les autres? Donc, oui, ça peut créer des... Mais comme le garçon qui est venu à Côte-des-Neiges, là, qui a fait la tuerie. Tu sais, moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait arrêter de parler de crise de masculinité, puis on devrait s'attaquer à ce qu'on impose. Une masculinité positive, tu veux dire? Ben moi, j'aime pas parler de... J'aime pas ces termes-là. Là. Des fois, c'est galvaudé, puis on les utilise comme ça. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que... OK, moi, ce que je dis souvent aux gars, là, c'est... OK, vous aimez... Tu sais, mettons... Vous aimez pas masculinité toxique. Mais souvent, les gens qui aiment pas masculinité toxique, là, ils vont se battre pour d'autres mots, hein? La masculinité toxique, ça, c'est inacceptable de dire ça, mais se battre pour d'autres mots. Tu sais, la masculinité toxique, c'est une forme de masculinité imposée qui est rigide
qui va être toxique pour la personne et pour les autres. Mais les gens pensent que c'est la masculinité qui est toxique par essence. Mais masculinité, toi, tu dis qu'il ne faut pas comme, se battre pour trouver d'autres mots. Non. Mais en même temps, la nature a horreur du vide. Supposons qu'il faut trouver un autre mot. Masculinité positive, c'est bon, J'aime bien Sonny Carpentier qui parle qu'il y a plusieurs formes de masculinité puis que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Tu sais, comme il y a plusieurs formes de féminité. Donc, moi, ça fait de la peine aux hommes, masculinité toxique. Disons-le plus. OK? Ouais. Disons-le plus. Moi, ça me dérange Juste pas. un humain toxique. On n'aime pas ça. Ça, c'est correct. Mais en fait, c'est... Tu sais, Bell Hooks, ça va parler de masculinité patriarcale. Il y en a d'autres qui parlent d'hégémonique, dans le sens que c'est justement ce que la culture pop nous envoie, c'est l'image un homme qui doit être protecteur, pourvoyeur, sans émotion. Puis c'est ça qui fait souffrir les garçons. Les hommes, puis les femmes, puis la société. Oui. Puis est-ce que la solution vient de où? Parce que là, on discute... en masculinité. Non, je sais. Mais c'est juste que ça m'a fait penser à ça, ton affaire d'armement. C'est que moi, ça me fait juste penser aux petits garçons qui sont victimes, dans le fond. Qui sont victimes et qui deviennent des chars à canon. On leur dit que vous êtes des héros, mais c'est des victimes. Puis qui se retrouvent, tu sais, mettons des garçons de l'armée qui sont obligés d'aller tuer des enfants, des familles. Pourquoi? C'est des gens, c'est des civils. Si on y pense comme il faut, là, c'est d'une absurdité. Là, et ces garçons-là immense. Ne font que répondre à des ordres. Oui, exact. C'est pas eux qui pour bénéficier à l'industrie de l'armement, à des puissants. Mais la réponse à ça, c'est quoi? T'sais, on peut en parler, on peut lire des livres, écouter des podcasts. Est-ce que c'est pas par la culture aussi pour amener d'autres références imaginaires fortes pour contrer ça? Moi, c'est ça ma cause, dans le fond. C'est que moi, je trouve que d'envoyer un seul modèle, ça met beaucoup de poids à ce modèle-là, puis ça en enlève. Tu sais, si on diversifie les modèles, bien, on a une plus grande panoplie de ce qui peut exister comme modèle. Fait que, tu sais, la culture, c'est important. T'en parles beaucoup, t'en parles dans tes livres. Tu sais, c'est puissant. C'est beaucoup plus important que n'importe quel discours politique ou n'importe quel programme politique d'amener ça parce que ça vient changer les choses vraiment, tu sais, de se voir à la télé. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de dire que c'est très important, puis il y a eu des changements dans les dernières années dans le monde de la culture, du cinéma, de la télé, un peu partout, d'avoir plus de représentativité des personnes issues de l'immigration. Si c'était juste du divertissement, la culture, on n'en parlerait pas, on s'en fout, on se fait juste se divertir, mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus fondamental et fondateur dans notre société. Fait que, tu sais, la réponse pourrait aussi venir de là. La culture, c'est politique aussi. Bien, moi, je pense que la culture, c'est politique. Moi, je pense que tu sais, souvent, tu sais, mettons, quand j'ai fait le 23 décembre, je me suis fait beaucoup accuser de cocher des cases. Ouais. Puis ça me fâchait parce que j'étais comme, OK, cocher des cases. Pour le financement, là. Pourquoi cocher des cases? C'est juste quand on fait quelque chose qui est un peu différent. Uh-huh. Pourquoi cocher des cases? C'est pas quand on coche tout le temps les mêmes cases. Ouais. C'est pas des cases, ça? Quand on coche tout le temps les mêmes cases, c'est pas des cases? Ben oui, exact. Pourquoi quand on coche des nouvelles cases, là, c'est cocher des cases? Tu sais, moi, si je veux représenter la société de façon plus égalitaire, plus juste, pourquoi c'est moi qui coche des cases, puis pas ceux qui reproduisent toujours les mêmes modèles, Pourquoi c'est pas eux qui cochent des cases? Tout le monde coche des cases. Bien, tout le monde coche des cases, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes cases. C'est très intéressant que tu parles de ça parce que dans le film Françoise, là, il y a cet aspect des cases, où est-ce qu'il se moque un petit peu de cette idée-là, du cochage de cases. Fait que, tu sais, il s'en moque, mais en même temps, il est pour, mais tu sais, dans le moi, film. Moi, j'ai adoré ce film-là. Mon Dieu, moi aussi. J'ai vraiment adoré. Dans mon livre, je parle que quand une communauté est peu représentée, bien, ça peut créer des remous. Tu sais, je pense que les remous que le film a créés par rapport à la communauté que ça représente, c'est que cette communauté-là souffre de ne pas être représentée assez. Et que si elle était représentée plus, bien, ça aurait moins créé de remous parce que là, ils ont seulement ce film-là auquel s'identifier. Comme moi, là, je déteste être représentée d'un seul point de vue, qui est le point de vue des hommes. Je déteste ça.
Fait que je comprends 100 le point. C'est ça que je veux dire. C'est que quand il y a juste une chose qui nous représente, bien là, c'est sûr qu'on va le critiquer parce que c'est la seule chose qui nous représente et on veut être représenté de façon normalisée, plus nuancée. Donc, il pourrait y avoir la version stéréotype, il pourrait y avoir la version plus vraie, il pourrait y avoir la version plus originale que s'il y avait plus, ça met moins de poids à un seul stéréotype. Moi, c'est ça que je parle dans mon livre, à s'en arracher le cœur. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est arrivé avec Françoise. Ces critiques-là sont légitimes, ils viennent d'une souffrance. Et s'il y en avait plus, c'est ça, c'est que c'est le début de quelque chose. C'est comme les homosexuels, comment on les représentait au début des années 2000 ou 90. Ils jouaient le rôle de l'homosexuel. Aujourd'hui, il est homosexuel, il était avec son chum, c'est même pas un sujet. Exactement. Mais ça, c'est parce qu'il faut commencer quelque part. On n'est pas encore rendu là pour les trans, puis ça va le devenir. Mais il faut commencer quelque part. Bien, tu sais, moi... Puis, tu sais, l'affaire, ce qui est plate, c'est qu'il faut des fois que ça vienne de gens qui ont déjà le pouvoir. C'est ça qui est plate. Absolument. Parce que... Pour normaliser. Puis, moi, j'aime que malheureusement, cette équipe-là ait fait ça. Après, la prémisse, c'est sûr que la prémisse m'a heurtée. Parce que c'est comme si on coche des cases, on va l'avoir. Alors que dans les faits, si tu regardes les chiffres, c'est pas ceux qui cochent des cases qui ont le plus de... T'as tout à fait raison, mais moi, je trouve ça puissant parce que entre la réalité puis les vrais et les perceptions, qu'est-ce qui est plus vrai, la vérité ou les faits ou les perceptions? Mais malheureusement, dans la société, les perceptions sont beaucoup plus puissantes que les faits. Oui. Fait que si tu dis juste c'est les faits puis ça n'existe pas, garde... Je veux dire, on parle dans le mur. Il y a juste les scientifiques qui vont nous écouter. Mais les perceptions, c'est fondamental. Puis là, ils prennent une perception puis ils s'en moquent. C'est comme une mise en abîme de cette affaire-là des cases. 100 Fait que c'est tellement... C'est ça qui est intelligent. Ouais. Moi, c'est une intelligence, là. Et c'est un humour, c'est parfait. Pour vrai, là, c'est brillant, brillant. Et on salue l'écriture sensible de Gabrielle Tremblay qui tu sais... Elle en a fait sa cause, puis elle s'est associée avec, je pense, les bonnes personnes pour justement partir d'une perception. C'est tellement brillant ce que tu dis, partir d'une perception. S'en moquer, puis aller au fond, puis l'exagérer. Puis ceux qui croient que c'est ça la réalité, ils disent, ben oui, c'est vrai, mais c'est correct. Mais après ça, ils écoutent le reste. Le film, justement, travaille à changer cette perception-là. Puis moi, quand j'étais dans la salle, j'ai vraiment aimé que il y avait des personnes devant moi qui disaient j'ai tellement eu de peine que j'ai oublié que c'était un film. Absolument. Parce que je pense que le film travaille beaucoup à justement essayer de nous faire voir le point de vue de l'autre. Oui, oui. Puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est de partir d'une perception et d'oublier. Je te jure, un film comme celui-là, comme d'autres films sur d'autres sujets, c'est ça que je disais que c'est plus puissant dans une société que n'importe quel discours politique. C'est-à-dire que la politique, c'est important, mais pour moi, c'est pour ça que je me dis que la culture, là, c'est la façon qu'on l'aperçoit, qu'on la voit. C'est comme si c'est un truc à côté. Ou des fois, on va dire que c'est important pour l'économie parce que ça crée des jobs, puis ça fait rouler l'économie. Mais c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Puis on le sait, ça. Mais en ce moment, tu sais, est-ce qu'on va avoir d'autres films aussi brillants? On est capable de faire des films comme Françoise, comme d'autres films qui nous ont marqués. Ça va-tu continuer, tu sais? Est-ce que les gens sont allés au cinéma? Moi, je souhaite... Cette crise dans la culture québécoise. Je souhaite... T'sais, on l'a vu dans la musique, qu'on écoute beaucoup moins. Mais quand tu regardes les médias, t'as l'impression que de la musique québécoise, il n'y a que ça. C'est partout. Mais finalement, de façon générale, est-ce que toute la société québécoise est dans cette mouvance, à quel point la culture québécoise est important et tout ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme toute l'élite politique, médiatique, artistique qui parle de ce sujet-là. Mais après ça, de façon générale, comment on fait pour rejoindre la population pour pas qu'ils aillent dans les films plus américains, qui sont beaucoup plus faciles, qui sont présents partout. Puis c'est important. Il faut continuer. Toi, tu analyses beaucoup les films américains qui ont marqué notre imaginaire. Bien, c'est parce que je veux pas analyser les films québécois parce que la culture québécoise, on essaie
tellement... De la promouvoir. Oui, tu sais, moi, Tout à fait. je suis C'est vraiment... tellement fragile. C'est fragile. Tu sais, moi, je pense qu'il faut une culture en santé pour avoir le privilège de la critiquer. Totalement. Ils Donc, n'ont pas de ministère de la culture aux États-Unis. ben, moi, je me sens pas... Je sens pas que notre culture a assez de privilèges Tout à pour fait. être capable de m'y attaquer, puis Ouais. de m'attaquer à des amis. Mais, tu sais, la culture américaine, ce qui est dommage, c'est que c'est l'hégémonie. Tout à fait. Donc, elle a une influence sur nous parce que c'est la culture qui est le plus consommée par nous. Donc, oui, c'est celle-là que j'analyse parce que je sens qu'elle est assez en santé que mon petit livre, là, vendu à 5-10 000 copies, va pas attaquer la culture américaine. Tandis que si je m'attaque à la culture québécoise, que je l'analyse, bien, premièrement, je peux faire de la peine à des amis et à ma culture que j'aime. Tu sais, moi, là, quand je vais dans des festivals de films au Canada, les Canadiens anglais disent qu'on est tellement chanceux, nous, que nos films fonctionnent. Tu sais, Mais ça va-tu continuer? mais c'est ça, moi, qui me fait peur. Tu sais, moi, mon chum est artiste, puis il dit ah, yes, j'ai un rôle, je vais en profiter avant que ça disparaisse. À chaque fois, là, il est comme tout le monde, là, ils sont tous sur le bord de dire ça n'existera plus. Mais en même temps, on l'aime tellement, mais est-ce qu'on. Tu sais. Mais tu sais, ceux qui défendent la langue Comment tu- française, ben notre culture participe à la langue française. Ah, ben oui. Tu sais, j'ai écrit un film sur Laure Conant. Laure Conant, c'est la première écrivaine canadienne. Ça dit quelque Ben chose oui, parce je que je la t'en ai connais. parlé. Ah, bon, Je t'en ai parlé au Salon du livre de c'est la elle, ma ref. Je t'arrête. Mais c'est la première femme écrivaine canadienne-française, mais elle est un peu oubliée par l'histoire. Comme d'habitude. Là, les étudiants en littérature qui écoutent vont dire ben non, elle n'est pas oubliée, nous, on l'étudie. Mais oui. Mais oui, c'est les étudiants Bravo. en littérature. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu sais, c'est ça. Elle n'est pas dans la culture populaire. Elle est pas dans. Elle nous a pas marqué comme d'autres. Exactement. Puis c'est quand même notre première écrivaine canadienne-française. Wow. Puis moi, j'ai appris par mes recherches sur elle. C'est pas comme Gabrielle Leroy. Non, c'est ça, exactement. Gabrielle Leroy, ça dit Elle est quelque chose à rentrée. tout le monde. Elle est rentrée, mais pas Laure Conant. Puis moi, j'ai appris à travers mes recherches sur elle. Puis tu sais, je veux dire, quand on plonge dans l'histoire, là, ça nous apprend tellement sur le présent. Ouais, C'est ouais. ça, moi, qui me fascine de faire des recherches historiques. Puis, dans le fond, comment elle a pu devenir autrice, c'est qu'il y avait comme un groupe, c'était des hommes, là, évidemment, tu sais, parce que dans ce temps-là, seulement les hommes pouvaient avoir ce pouvoir-là, mais un groupe d'hommes, artistes, religieux, tout ça, ont voulu créer une culture et une identité pour qu'on puisse survivre comme peuple. Et La religion, c'était pas suffisant. ça La prenait langue, de la c'était pas culture, suffisant. ça prenait de la Ouais. culture. Tout à fait. Et quand on apprend qu'il y a des gens qui se sont battus parce que ça vient de, tu sais, le Lord Durham Oui, oui, qui a oui. dit, c'est Ce un peuple, gentil monsieur. oui, Sans culture, sans et sans culture, histoire. sans histoire, sans littérature. Ouais. Bien là, il y a un groupe de monde qu'on pourrait dire c'était sûrement des Québec solidaires. Il y a un groupe de monde qui ont fait non, nous là, on va se mettre ensemble. Puis Ouais. c'était transpartisan, hein, parce Ouais, que ouais. dans ce temps-là, tu sais, il y avait les Les conservateurs, ouais, les les rouges et les libéraux, bleus, tout ça. ouais. C'était transpartisan. Les gens, ils se sont rassemblés ensemble, puis ils ont dit, ben nous là, on va faire une culture, puis ça va aider notre peuple. Puis c'est la culture qui a aidé Wow. le peuple. Bien, absolument. Puis ça a aidé à survivre comme à peuple. fait. Puis c'est ça qui fait qu'on se distingue et tout ça. Oui, c'est des par Canadiens notre anglais culture. qui, eux, Donc, c'est plus difficile pour eux. tu sais. Qui on est comme peuple sans notre culture? Ah, rien. Donc, c'est on quoi? doit continuer ça. Et là, de voir que la culture est pas très en santé, Non. bien, moi, je pense que ça commence à l'école. Ouais. Ça commence à investir dans les écoles pour qu'on puisse, tu sais, juste, mettons, tu sais, comme moi, je sors un film cet automne, Hanté, c'est pour les jeunes. Je hâte veux de que le les voir. jeunes y aillent. Oui. Comment je fais? Tu sais, Faut qu'il y ait des sorties scolaires. ben, il faut qu'il y ait des Ou sorties que tu- scolaires. puis toi, on tu me vois dit, dans les écoles c'est aussi. compliqué avec les autobus. Oui, Bon, OK. mais il y a eu des coupures, c'est de l'argent. Il y a eu des coupures, c'est de l'argent. Souvent, c'est les profs qui payent de leur poche Ça a aucun la sens. culture. Ouais. Pourquoi c'est des profs qui sont déjà pas très bien Ben payés, non. qui sont obligés d'investir eux-mêmes dans la culture? Ça n'a aucun bon Si- sens. C'est
tellement... T'en parles aussi dans tes livres. Oui. Oui, de la Dans culture. ton Ben livre? moi, j'ai eu des sorties scolaires d'aller au Salon du Livre. Oui. Moi, je m'en rappelle encore, ça a été tellement C'est marquant, ce moment-là, parce que moi, dans ma tête, tu sais, les auteurs de livres, c'est comme quelque chose d'inaccessible. Puis là, il était là, tu sais, Robert Soulière. Robert, je l'aime tellement, je trouve ça tellement J'aimerais ça cute. le revoir, parce que je me rappelle de Il est lui. tellement fin. Tu sais, Robert, là, il écrit à la main. À chaque fois, mettons que soit c'est ma fête ou quand j'ai reçu l'Ordre national, il m'écrit un mot à la main par la poste. Il est tellement fin, Robert. Puis je me rappelle de lui, j'avais 12 ans. Tu sais, à quel point c'est marquant pour un enfant, ces moments-là. Mais mes parents ne seraient pas allés, là, eux autres, au Salon du Livre. Je pense que mes parents ne sont jamais allés au Salon du Livre. Voilà, encore aujourd'hui. Fait que j'aurais pas eu ça. Ça prend la sortie scolaire. Puis tu sais, là, il y a eu des coupures. C'est qu'avant, il y avait un budget alloué pour l'achat de livres. Mais là, ce budget-là va être pour toute sortie culturelle. Ça va être dilué, oui. Là, Puis c'est faire comme... venir aussi des artistes. Je sais qu'il y en a qui continuent aussi. Je me rappelle, moi, quand j'étais en 6e année, je faisais venir des autrices aussi qui venaient aussi nous parler, des artistes. Ces moments-là me marquent bien plus que tous mes autres cours. Puis c'est pas juste une question, on va investir parce que c'est important, parce que notre relation va disparaître. C'est juste, c'est le fun. Oui. Ben, c'est beau. Il y a les deux. Il y a du plaisir. Il faut le faire pour notre... Comme ce groupe-là. Là. Oui, comme ce groupe-là, pour notre survie. Oui. Et pour, tu sais, notre culture, notre langue, tout. Puis d'inclure aussi comme toutes les voix, tu sais, parce que pour moi, toutes les voix font partie de la culture. Moi, là, je suis contre le fait là, de continuer sur une même lignée, que la culture, c'est comme on laboure la terre. Puis, tu sais, ça, non. Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui s'enrichit de plusieurs voix, Michel de Tremblay, plusieurs aujourd'hui, il fait nouvelles. partie de notre culture, genre, c'est comme notre Shakespeare, là, ou notre Molière, mais quand il est arrivé, c'était pas ça pendant tout, là. Je suis sûre qu'il y a des gens qui disaient ça n'a pas de bon sens, ce qu'il dit. Oui, c'est ça. Mais après ça, c'est la population qui a aimé ça puis qui ont célébré ça. La deuxième affaire, oui, c'est le fun. Puis, tu sais, on le voit dans les salons du livre, les jeunes, ils ont du fun. Les jeunes, ils courent dans tous les stands pour avoir les signets. Tu sais, souvent, les maisons d'édition vont leur faire des cadeaux. Tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, nous, là, notre casse-tête en ce moment, c'est, mettons, hanter notre film. Comment on va rejoindre les gens? Tu sais, on est obligé de passer par des plateformes, tu sais, comme TikTok, que c'est pas de l'argent qui revient à nous, ça. Non, exact. Mais tu sais, on n'a comme pas le choix. On n'a pas le choix mais... parce qu'ils sont là. Fait qu'on fait quoi? Tu sais, j'ai vu le documentaire de Mounir Kadouri qui parlait, tu sais, avec les jeunes. Je sais pas si tu l'as vu, il a fait un petit documentaire où parce que souvent, on a reproché les jeunes ne font pas ça. C'est comme, hey, les gens font pas leur recyclage, tu sais. Ouais. Fait que c'était beaucoup, il faut que les jeunes ne s'intéressent pas à leur culture, à la culture. Mais tous ceux qui sont dans, entre guillemets, l'industrie culturelle, c'est qu'on va vers la facilité. Tu sais, on sait que les gens de 60 maintenant, moi, j'arrête pas de vieillir ça, 65 ans et plus. Ils regardent la télé en direct, puis là, ils vont voir comme, tu sais, des téléséries qu'on leur offre. Eux autres, ils regardent ça. Puis je le vois, tu sais, mon chum, je m'excuse, il se fait pas reconnaître par les jeunes. Non, c'est ça. C'est par les 65, pas les 55 ans et plus, c'est 65 ans et plus quand on sort de Montréal. Il se fait reconnaître là. Pourquoi? Parce que les gens, ils regardent la télé. Mais ça, moi, c'est des gens qui regardent la télé. Mais moi, je ne veux pas dire aux jeunes, va regarder la télé. C'est stupide. Il va falloir trouver une façon d'aller malheureusement sur les plateformes que malheureusement qui nous arnaquent puis qu'on leur demande pas des redevances. Moi, j'aime pas mettre la faute sur les jeunes. J'aime pas dire les jeunes ne s'intéressent pas à la culture. Mais on l'a entendu, ça, beaucoup. Il faut que la culture s'intéresse aux jeunes. Exact. C'est ça, moi, pour moi. Puis aller là où ils sont, peu importe où est-ce qu'ils sont, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'intéresse à... Tu sais, comme le film Backrooms, là, c'est un film américain, mais pour moi, Backrooms, c'est un film qui s'est intéressé à la culture des jeunes. Oui. Parce que... c'est ça, mais c'est parce que pour moi, tu sais, j'entendais mon filleul, le fils de ma sœur, il arrêtait pas de me parler des Backrooms, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, tu vois que ça fait comme quelques années que c'est leur légende urbaine. Ouais. Puis là, il y a un film qui sort là-dessus. C'est sûr que lui, il a voulu aller l'écouter. Parce que c'est quelque chose qui le rejoignait déjà. C'est quelque chose qui fait partie de sa culture à lui. Au Québec, ça serait quoi? Supposons... hanté, j'ai hâte de voir, là. Fait que c'est sûr que moi, j'ai mes neveux 9-10 ans. C'est sûr que je vais les amener. Tu m'en reparleras. Mais tu sais, moi, je pense on est allé voir Les Mignons l'autre jour. Mais je pense que... Bien, juste déjà d'avoir fait un film fantastique, pour moi, c'est...
au lieu, tu sais, c'est d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus imaginaire, c'est de plus aller vers eux, mais en même temps, après, est-ce qu'ils vont en entendre parler? Tu sais, souvent, c'est ça notre défi avec la culture, c'est comment on rejoint les gens. Mais tu sais, on va essayer justement de s'intéresser à eux puis d'aller vers eux. On s'est beaucoup informé là-dessus. Moi, je m'intéresse vraiment beaucoup aux jeunes, à leurs intérêts. Ouais. Tu sais, après, tu sais, on peut jamais savoir. Tu sais, le défi, c'est d'aller rejoindre ce public-là. Puis moi, je trouve que c'est important, les écoles, tu sais, ce serait important de créer des C'est ça fonds notre parvis d'église. On se disait, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, comme on n'a plus de lieu commun, ce que j'appelle les parvis d'église, bien, c'est l'école. Et malheureusement, même l'école est segmentée. Là. Tu sais, il y a les écoles privées, il y a les écoles à projet particulier, puis les jeunes dans les classes régulières qui se rencontrent même pas. Ça, tout le monde, tu sais, maintenant, de plus en plus, là, dit que ça n'a pas de bon sens, mais après ça, toutes les solutions diffèrent. Mais je pense que le dernier lieu, c'est cette école publique. Moi, je pense puis après ça, ces jeunes-là, ils vont devenir soit menuisiers, soit profs, soit n'importe quoi. Il faut investir. C'est là, oui. C'est de l'investissement. Il faut investir. Et c'est pas juste 300$ par année, là. Non. C'est comme, si on veut la survie... On se tire dans le pied. Si on veut la survie de notre culture, moi, je pense qu'il faut intéresser. Puis avant, c'était facile parce que le lieu commun, c'était la télé. Fait que c'était facile d'intéresser les jeunes à la culture avec la pièce dans le salon que tout le monde va regarder. Mais aujourd'hui, ben c'est plus comme ça. Donc, je pense qu'il faut s'ajuster comme société puis aller d'une façon différente. Ça ne l'est plus facile. On est envahi par les grosses compagnies, les géants. Puis là, on a vu avec la décision de Mark Carney. C'est tellement ça, là. C'est tellement horrible. Tu sais, puis il faut que tous les États se mettent ensemble. Puis le Québec, il faut qu'on soit autour de la table pour se mettre, pour parler avec tous les autres États qui, eux aussi, souffrent de cette hégémonie culturelle. Oui. On n'est pas les seuls là-dedans, tu sais. Non. Je me sens tellement pas légitime de parler de tous ces sujets-là. C'est parce que tu es une femme. Si tu savais, là, parce que là, moi, je rencontre plein de femmes à pu finir pour avoir des candidatures. Puis c'est effroyable. Les gars, tout de suite, ils arrivent. Tu sais, ce cliché-là, des femmes, il faut qu'elles fassent un doctorat avant de parler d'un sujet. Oui. Puis du gars qui connaît rien puis qui en parle puis qui pense. Je me sens c'est pas un cliché. J'en peux plus. T'as-tu puis il est partout. T'as-tu déjà vu le sketch? C'est comme des femmes qui sont invitées comme expertes. Puis là, tu sais... Puis là, chacune s'excuse pendant 5 minutes avant de répondre à la question. Tu sais, c'est comme, ben là, excusez, c'est pas nécessairement mon champ d'expertise, mais bon, je vais me tenter une réponse. C'est tellement ça. Olivier, là, tu sais, mon chum, dans son émission Les Aventures du pharmacien, quand il le faisait, il avait fait l'effort de vouloir contacter des expertes femmes. Il contactait souvent la sommité dans son domaine pour le sujet qu'il voulait parler. Puis elle lui répondait souvent « Je pense pas que je suis la bonne personne. » Puis là, elle recommandait son collègue homme. Puis là, il était là, voyons, c'est la sommité dans ce sujet-là. C'est ça ce qui, dans le masculinisme ou dans le patriarcat, c'est ça le grand succès. C'est quand c'est intégré chez les femmes. C'est un succès immense. On n'a même pas besoin de faire d'efforts pour tasser les femmes. On le fait nous-mêmes. Et ça, là, tu serais surprise. En tout cas, là, je ne veux pas en parler ici, là, mais... Ah non, mais je vais te raconter. Mais ce que je veux dire, c'est même des gens qui sont les plus féministes, les plus toutes, sans s'en rendre compte, et probablement moi, sans m'en rendre compte, mais maintenant, je m'en rends compte, quand c'est des gars, à cause de la façon de parler, tu dis « Ah, il y a quelque chose de rassurant dans lequel on a été élevé du père qui sait tout. » Être candide, quand on parle d'une femme, tu sais, c'est pas la même chose que de dire elle est brillante, tu sais, elle nous fait réfléchir. Comme naïve. Ou oui. elle sait pas trop. Ah, c'est cute. Pas trop. Oui, c'est ça. Elle sait pas trop ce qu'elle dit, tu sais. Ça, c'est très c'est présent. Je suis certaine. Tu sais, les gens, ils font pas ça pour mal faire. Mais moi, on dit beaucoup ça de moi. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça fait que, tu
Tu sais, mettons, India s'exprime comme une ado. Ça vient miner ton... ma confiance. Ta confiance, oui, mais... Envers ma légitimité à parler de sujets plus... Ben, je veux dire, tu as réfléchi, tu as tout lu, tu le sais tout. J'ai tellement lu. Tu es très analytique. C'est juste, dans, tu sais, après ça, dans la façon... Ah, mon Dieu, il peut y avoir tellement de bullshit qui sont dites, puis du vide dans un format tellement protocolaire et tellement formel et tellement qui a l'air bien, là, mais c'est de la bullshit. Puis ça, là... OK, j'ai une question. Puis je sais qu'on sort du sujet, je m'excuse. Mais moi, là, il y a quelque chose que je remarque de plus en plus, moi, je m'auto-censure beaucoup. Je fais beaucoup attention à ce que je dis depuis des dernières années parce que, bon, des fois, ça peut amener le clickbait puis tout ça. Puis ça fait que mes phrases, j'essaye beaucoup de penser à ce que je vais dire. Là, j'ai été quand même très spontanée avec toi. Mais je sais qu'en politique, vous n'avez pas le choix de plus en plus de faire ça. Puis je me demande, comment tu vis ça? Parce que moi, je le vis difficilement. Parce que, OK, je vais te donner un exemple très concret. Après que j'ai reçu l'Ordre national, j'ai fait une entrevue. Puis là, j'ai dit à la j'étais tellement émue, j'étais tellement étonnée. J'ai dit à la journaliste, tu sais, j'ai même jamais rêvé... Félicitations d'ailleurs. Merci. J'ai même jamais rêvé à ça. Puis là, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, genre pourquoi qu'elle a reçu ça, elle? Sur les réseaux sociaux, sur les tiens? Pas sur les miens, c'est évidemment quand ça devient du clickbait, parce que sur nos réseaux sociaux, les gens sont bienveillants et nous suivent souvent pour des bonnes raisons, tu sais. Mais là, tu sais, puis là, des gens disaient, bien, pourquoi qu'elle a reçu ça, elle le voulait même pas, elle y a jamais rêvé. Puis moi, après, j'étais comme, si j'avais pu méditer, OK, j'aurais dit, non, c'est pas ça que je voulais dire, je me suis jamais permis de rêver à ça. Tu sais, mais dans la spontanéité du moment, j'ai dit, j'ai jamais rêvé à ça. C'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, je me suis jamais permis de rêver à ça. Je vais te dire quelque chose. T'aurais dit n'importe quoi, t'aurais été critiqué. Maintenant, fait que tu fais-tu attention à ce que tu dis? C'est-à-dire qu'en politique, oui, parce que on est, surtout quand on est en campagne électorale, on est attendu dans chaque mot pour se tromper. C'est dur. C'est ça, mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis aussi députée depuis 2018, puis des fois, on dirait que tu le sais déjà ce qui s'en vient. On dirait qu'il y a comme un langage de la politique qui est une autre langue que la vie de tous les jours. Parce que souvent, c'est pas une bonne chose de dire après, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là, je dis, ah oui, t'as été mal cité. Il y a comme le contexte est plus important que ce que tu dis. Maintenant... Mais la spontanéité... Bien, c'est ça. Maintenant, ce qui est très important, parce que les gens le voient à la langue de bois, ce qui est très important, c'est de ressortir cet aspect naturel aussi, tout en te trompant pas en politique. C'est très dur, c'est très, très difficile. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de spontanéité parce que de toute façon, ça ne marche pas et les gens le voient. Tu sais, par exemple, moi, je le sais que Manon Massé, qui n'est pas du tout l'image de la politicienne typique, c'est le moins qu'on puisse dire avec Manon, bien, elle, ce que les gens ont aimé chez elle, c'est la spontanéité puis le côté maladroit même. Oui. Puis, tu sais, puis elle avait cette candeur-là. Mais est-ce que quand elle sortait, elle avait aucune préparation, rien? Non. Mais à un moment donné, tu peux pas enlever ton naturel. C'est impossible. Moi, ça m'étouffe. Oui. Puis après, sauf que ce qui est très important en politique, c'est que tu capotes pas avec chaque critique. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des critiques, mais genre n'importe quoi. Juste ton existence peut être critiquée. Fait que moi, là, ça me fait mal. C'est ça. Mais toi... Bien, c'est-à-dire que... T'as appris une carapace. Moi, non, j'ai pas appris. Chaque fois, ça me fait de la peine. Non, ça fait de la peine. Mais comment dire, c'est comme si c'était mon personnage et non pas moi. Moi, je fais une séparation. Le personnage que les gens voient. Parce que quand tu es en politique, tu sais, des fois, même nous, on écoute quelqu'un avant moi d'être en politique. T'écoutes, tu dis des affaires, mais des fois, c'est un peu exagéré ce que tu penses de la personne. Tu n'as pas réfléchi longtemps. Mais tu le dis juste à toi-même ou à tes amis. Là, les gens l'écrivent. Fait que, ou des fois, il peut y avoir aussi des critiques. Tu sais, moi, j'ai déjà été critiquée au début. Quand je suis arrivée, c'était comme dans des conditions plus difficiles quand je suis arrivée comme porte-parole.
Puis il y a quelqu'un, un commentateur, elle sourit pas beaucoup. Tu sais, moi, je suis la fille la plus ricaneuse qui existe sur la planète, là. Je ris à rien. Mais ouais. Puis, mais c'est sûr qu'ils m'ont pris dans un contexte sérieux. Fait que je suis pas pour être crampeux de rire dans ce contexte-là. Tu sais. Mais ça, j'en parle dans mon livre. J'ai hâte que tu le lises. Oui. Parce que je parle des politiciennes. On va les accuser de pas assez sourire Ouais. ou de sourire trop. Oui, ou de rire comme Valérie Plante. On se moquait d'elle Ouais, parce qu'elle c'est ça. riait. Fait que finalement... Bien, c'est là que tu dis, c'est ton personnage. Faut vraiment faire comme une dissociation. Mais moi, c'est moi! Oui, mais eux autres, ils te connaissent pas. Ouais. Eux autres, ils connaissent juste ton personnage. Fait qu'ils t'ont pas vu dans la vie de tous les jours. Ouais. Ils t'ont vu juste à TV ou sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est là qu'il y a un espace de liberté dans les réseaux sociaux, puis ce qu'on fait maintenant, puis il y a, tu sais, j'ai une page YouTube. Ça, c'est un espace de liberté, puis genre, j'y vais spontanément. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est comme un autre langage. Puis il faut comme accepter des choses. Il faut comme être résilient, comme on Ouais. dit. Puis accepter ça. Puis ça veut pas dire que c'est de la souffrance puis du sacrifice en continu. Sinon, c'est impossible. Je veux dire, on survivrait pas comme humain, là. Puis, fait que mais c'est vrai, est-ce que la politique, c'est faite pour tout le monde, tout le temps? C'est quelques années que tu donnes en service public. C'est pas... Il y a quelque chose de comme un peu en dehors de la normalité comme métier. Parce que ta vie devient ce travail-là. C'est du service public, puis il faut trouver du plaisir. Puis le plaisir, c'est tout le travail que tu fais. Tu sais, moi, ça arrive jamais que j'ai des mauvais commentaires quand je me promène dans la rue. Ça Non, peut c'est arriver, mais c'est peu. Tu sais, moi, je suis pas pour vous, j'aime pas ce que vous dites. Bien, parfait, tu t'en vas, mais c'est même pas méchant, ça reste respectueux. Sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. C'est comme, c'est pas toi qui critique, c'est comme la personne. Je sais pas. Tu sais, je sais pas. C'est pas une carapace, parce qu'il faut pas avoir une carapace trop grande, sinon tu perds ton humanité. C'est l'équilibre entre ça te dérange pas, que tu sois spontané, puis aussi faire attention. Ouais. C'est comme une gymnastique, ça devient c'est une pratique, une gymnastique. Puis toi, est-ce que tu as toujours suivi les campagnes électorales? Comme là, il y en a une qui s'en vient, genre tu lis tout, tu regardes tout. Ouais, pourquoi? Ben, je pense que à partir du moment que... Hey, moi, mon premier vote, c'était le référendum. Ah ouais. En 1995, Ah c'était mon ouais. premier vote. Moi, j'étais à 2 mois de pouvoir voter. Je pouvais pas voter, j'avais 17 ans, mais J'étais une militante du Wow. oui. Ah ouais, fait que mais t'étais militante, genre tu faisais du porte-à-porte? Ben, Ou, hey, sais-tu ce qui m'avait fâchée? Ma grand-mère était dans un CHSLD, puis on l'avait convaincue, ma mère puis moi, tu sais. Puis j'aime Vous allez tellement... voter? Bien, on l'avait convaincue pour le oui, mais il y a un politicien du nom qui est allé visiter le CHSLD. Il a fait peur. Oui. Puis là, elle a dit, je vais voter non, c'est pour votre avenir. Puis on lui disait, mais tu seras plus là. C'est ça, fait. Mais ça, c'est Puis bon, j'aime ça. ça, OK, dans ton livre, quand tu parles du vote ethnique, Ouais. que c'était plus facile de mettre ça sur un groupe que sur plusieurs groupes, que si c'était uni, tous ces groupes-là, que ça... Je veux dire, pourquoi mettre un groupe alors qu'il y avait plusieurs groupes qui ont voté non quand même? Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Comment t'en parles dans ton livre? Ouais. Mais donc, c'était mon Mais, premier ça, vote. mais ce que j'aime, ce que ta grand-mère a fait, ce qu'elle dit, c'est faut voter pour les générations Oui. futures. Elle, c'est ça son intention. C'est ça, bon, son elle ne vous a pas intention. écouté vous, elle a Non. écouté quelqu'un d'autre. Elle n'a pas écouté les Elle a écouté générations peut-être un futures. vieux monsieur, là, je sais Oui, pas. c'est ça. Mais c'est bon de voter aussi comme ça des fois. Des fois, tu dis, moi, je connais quelqu'un qui dit, moi, je suis pas d'accord tout avec ce que Québec solidaire dit, mais moi, mes enfants qui sont dans la vingtaine, ils me disent, vote Québec Oui. solidaire ou vote tel parti. Ouais. Fait que je vote pour eux. Ça, j'aime Ouais. beaucoup ça. Faites ça, tous les Puis, parents. ce que j'aime aussi, c'est que j'ai un groupe d'amis que là, on le fait moins ces temps-ci parce qu'on est plus dispersés. Puis aussi, c'est que moi, des fois, je suis rendue, là, je suis fatiguée, j'ai besoin d'être en pitch quand c'est les soirées électorales. Mais on se faisait les soirées électorales, on se faisait un groupe d'amis avec les chips, le popcorn, Ah ouais, tout. c'est cool. Puis là... Comme le Super Bowl. Oui, exact. Puis ça, j'aime vraiment ça. Puis là, bien, maintenant, Il y a quelque chose de sportif avec Oui. les élections. Je le fais avec mon chum. Tu sais, quand ma candidate est élue, je suis très contente. Ben non, mais tu sais, moi, je suis dans ton quartier. C'est grâce à toi. Tout ça, Ben oui, oui. ben oui. Là, je suis très contente. Puis, mais moi, j'aime ça, là. Tu sais, je vais me faire des soirées électorales. Fait que puis- toute ta vie, tu as été comme ça. C'est pas que tu es devenue tout le temps parce que tu es une fille très, très curieuse. Mais tu sais, au Québec, le taux de participation, il est bas. Ah, Puis ouais. souvent, c'est c'est le parti des gens qui votent pas qui gagne.
Mais moi, je suis pas d'accord avec certaines personnes qui vont dire que ne pas voter, c'est Donc, tu peux pas voter. Ah oui. OK, oui, Je oui. suis pas d'accord avec ça. J'ai de la misère à comprendre leurs calculs. Parce que je me dis, tu sais, je veux dire, regarde, moi, là, très transparente, je vote pour Québec solidaire, OK? Après, est-ce que je suis d'accord avec tout Impossible. de vous? Non. Impossible. Je suis pas d'accord avec tout Puis ce que vous... Québec solidaire n'est pas parfait. Non. Puis il y en a des fois, j'ai l'impression de tabarouette, ils attendent la perfection de Ben nous. oui. Je suis comme, wow, merci, mais on n'est pas parfait. Mais c'est le plus proche de ce que je ça. suis. Tu sais, on en a déjà parlé où on a comme découvert ensemble au Salon du livre à Val-d'Or. Tu l'as découvert comme où je parlais de mon livre et je parlais que j'ai décidé de parler de l'infertilité, du fait que moi, j'ai essayé d'avoir des enfants. J'ai passé à travers tout le processus. Puis j'ai fait exprès d'en parler dans le livre pour que d'autres jeunes femmes qui essaient d'avoir des enfants puis qu'au bout de la ligne, il n'y a pas de bébé, bien qu'elles ne disent pas « Mon Dieu, ma vie est finie », puis qu'elles voient une personnalité qui en parle. Parce que moi, je trouvais que la majorité du temps, quand on parlait de la fertilité puis du processus de fertilité, c'était « Ah, ça a été difficile, mais à la fin, il y a un bébé. » Mais sinon, quand il n'y a pas de bébé, c'est comme un échec. Puis je voulais dire, bien, c'est pas un échec. Oui, c'est un deuil. Je veux dire autrement, c'est impossible. C'est un deuil, mais qu'on peut aussi... Il y a d'autres choses après, puis c'est correct. Puis ça fait partie d'un autre processus de vie. Puis, tu sais, j'ai essayé aussi d'aller en adoption. Puis, finalement, j'ai fermé ce chapitre-là. Pour les mêmes raisons. Je lisais dans ton livre. Oui. Mais c'est tabou de parler de ça, Ouais. là, quand on fait les cours d'adoption, de se dire, finalement, ça sera pas Oui, un projet pour moi. tu as fait l'adoption, tu es allé pour adopter parce que tu n'étais pas capable d'en avoir naturellement. Naturellement ou avec les traitements en fertilité. Je suis allée en adoption, puis à la fin, j'ai dit non. Puis tu as fait la même chose. C'est fou, ça. C'est là qu'on s'est dit, tabarouette, coudonc, on a trop on est d'affaires la en même commun. personne. Mais quand je t'avais entendu parler de ça en Abitibi, mais pour moi, ça fait partie de comment tu as écrit ton livre, c'est-à-dire tu as écrit ton livre avec un mélange de ce qui est personnel à toi puis qui crée tes causes, Plus politiques, sociales. plus politiques. Puis tu sais, t'en parles de ça que tu as bénéficié de traitements gratuits. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. Avec des bonnes assurances. Donc, tu sais, ça, on est chanceuse pour ça. Effectivement, moi aussi, comme toi, j'ai traversé de la fertilité. Est-ce que t'en passes? Oui, j'ai même écrit un livre là-dessus. Ben voyons donc, oui. j'ai pas vu. C'est une BD, ça s'appelle... Le titre n'est pas bon. Honnêtement, je pense que j'étais encore trop en douleur. Tu sais, j'aurais dû appeler ça « Projet bébé » ou quelque chose comme ça. C'est quoi le titre? J'ai appelé ça « Ma vie avec un scientifique ». Parce que c'était comme si je racontais une anecdote de ma vie avec mon chum. OK. Mais j'aurais dû faire un titre plus frontal. Ouais. Mais je pense que j'étais tellement en douleur quand je l'ai écrit que... Mais c'est une BD drôle parce que moi, je trouvais que dans les traitements de fertilité, bien, premièrement, quand je vivais les traitements de fertilité, j'avais personne, pas d'autres couples avec qui en parler. C'était comme tellement tabou que personne ne voulait en parler. Puis moi, j'avais besoin, mon chum puis moi, on était très transparents là-dessus. On aurait eu besoin d'en parler. Des fois, il y avait des réseaux aussi. Oui, sur fait que ça, on aurait eu besoin. Ouais. Fait que moi, j'ai écrit un livre parce que moi, j'avais besoin d'humour. Moi, j'ai besoin d'humour. Quand je vis des choses difficiles, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de... Puis, fait que j'ai écrit des petites scénettes drôles en BD pour parler de ça. Je vais le lire puis je vais en parler. Puis toi, dans le fond, tu as arrêté à un moment donné parce que c'était trop, ta réserve ovarienne Oui, était... c'est que, en fait, c'est que j'ai fait 3 inséminations. Moi, je trouve que ça a été une perte de temps. J'aurais pu passer dans l'autre. En tout cas, je sais pas, parce que tout ça, c'est long. 3 inséminations, 3 essais de fécondation in vitro, parce que j'allais jamais au bout. La première, ils ont fait une ponction où est-ce qu'ils font tous les traitements pour pouvoir avoir des ovules. Ils l'ont pris, tu sais, c'était pauvre, là. Les deux fois, ils n'ont même pas pu rien ponctionner parce qu'il n'y avait rien. Fait que, tu sais, c'était le désert. Moi... Ils ont peut-être trouvé un chameau là, qui traînait. Moi, l'affaire, c'est que... Tu vois, je fais de l'humour. C'est bon, ça en manque dans ce sujet-là. Moi, l'affaire, c'était que... le chameau. N'importe quoi. On dirait qu'elle arrive comme... La blague, elle arrive comme... Trop tard, toi, t'es trop tard, tu sais. Je suis pas une humoriste, je m'excuse. C'est parce que ce sujet-là, je pense qu'il est tellement douloureux pour moi qu'on dirait que ma tête,
elle me protège. Fait que c'est pour ça que les blagues, ils rentrent plus tard. Mais moi, j'ai eu une embolie pulmonaire à 28 ans à cause de la pilule contraceptive. Fait que je fais partie de cette statistique. Mais donc, les traitements de fertilité étaient assez dangereux pour moi. Ah, mon Dieu, OK. Et à un moment donné, bon, les 3 premiers, là, les faciles, là, que personne que personne ou presque devrait faire. Mais quand on est arrivé... Il y en a qui tombent enceintes de même, mais pas nous autres. Quand on est arrivé aux autres, mon chum a émis des doutes parce qu'il est pharmacien. Puis le médecin, elle a dit Olivier, tu t'inquiètes pour rien, tu sais. Puis j'ai fait, dans le fond, un caillot dans l'épaule. Parce que, dans le fond, je fais des caillots sous hormones. OK. Fait que je peux pas, dans le fond, je peux pas prendre ça. Je peux pas prendre d'hormones. Donc, on a été obligés d'arrêter. Puis ça a été une décision parce que j'aurais pu continuer à me médicamenter plus. Puis là, à un moment donné, je trouvais que c'était... C'est comme de l'acharnement. J'ai préféré aller vers... Bien là, j'ai préféré faire mon deuil d'être enceinte et tout ça. Là, comme toi, on a fait des cours pour l'adoption. Puis on a vraiment été honnête envers nous-mêmes que c'est pas... C'était pas pour nous. Ça, notre vie. Puis on a décidé de faire une vie autrement. On a eu notre pitou qui est décédé l'année passée, malheureusement. Allez-vous en avoir d'autres ou c'est trop difficile? Bien là, pour l'instant, on veut se permettre de vivre le deuil. Puis aussi, avoir un animal. Tu sais, nous, on est très... tu sais, on a donné beaucoup de notre temps. Tu sais, nous, on s'est investi à 100 %. Là, on a envie d'avoir un petit peu moins de responsabilité et plus de liberté. Mais notre animal nous a beaucoup aidés à traverser ce deuil-là. On est devenu comme une famille avec un animal. Absolument. Finalement, on était une famille de 3. Puis là, puis maintenant, je suis plus... C'est un deuil... J'aime dans ton livre parce que tu dis, tu sais, ma vie, souvent, tu sais, j'y pense, j'ai souvent de la peine d'être sans enfant. Moi, ça m'arrive aussi. Puis des fois, j'ai comme... OK, mes droits d'auteur, je vais les léguer à qui? Juste T'as-tu un neveu et une nièce? Oui, j'ai un neveu. Je sais pas s'il s'intéresse vraiment à mes affaires, mais c'est sûr que ça va être lui. Mais tu sais, comme... Je comprends. Tu te dis, OK, mais c'est comme si... Mais sais-tu qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, moi? C'est... Étant donné que je suis une autrice jeunesse, j'ai... Tu sais, mes romans Aurélie Laflamme, ils sont sortis en 2006. Premièrement, j'ai vu des jeunes grandir, puis je reste en contact avec eux et elles. Oui, c'est des enfants. Et il y en a d'autres, tu sais, j'ai reçu la semaine passée une lettre d'une petite fille de 10 ans, super cute. Tu sais, elle dit « J'ai vu que tu as dit que tu répondais aux lettres, fait que je t'ai écrit une lettre. » c'est cute. Puis tu sais, je vais lui répondre, puis je me sens choyée d'être en contact avec la jeunesse. Puis je pense que c'est pour ça que pour moi, la jeunesse est si importante, puis je voudrais pas la décevoir comme d'autres autrices m'ont, moi, déçue, des autrices que j'ai aimées. OK. T'ont déçu pourquoi? Dans ce qu'elles ont dit ou dans ce qu'elles ont écrit après? Dans ce qu'elles sont devenues. On ne nommera pas de nom. Oui, je sais. Tu parles de Harry Potter? Moi, Oui, c'est horrible. Moi, c'était mon idole. Non, c'est horrible. Comme... Fait que toi, c'était pas juste les livres, c'était aussi l'autrice, même si elle n'était pas québécoise. C'est important pour moi c'est des personnes qui ont contribué à la vie que j'ai en ce moment. Et ça va toujours être important pour moi et j'espère... Ça va toujours être, pour moi, être important d'être à l'écoute de ces personnes-là qui ont contribué à faire de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, être autrice jeunesse, comment pour moi, c'est un lien. Un lien avec comme l'adulte un adulte signifiant dans la vie de ces gens-là. Pour moi, on est égalitaire. Je me sens pas comme l'adulte signifiant, je me sens dans une relation égalitaire. Le livre, c'est un lien. Et pour moi, ces personnes-là m'apportent autant que moi, je peux leur apporter. Puis pour moi, c'est important de rester à l'écoute. Ça va être toujours important dans ma vie. C'est quelque chose, c'est un pacte que j'ai pris avec moi-même. Que ce lien-là, pour moi, avec ces personnes-là est tellement important que, tu sais, je veux rester à l'écoute de leur cause, de leur intérêt, d'essayer
de m'intéresser à ce qui les intéresse. De te mettre à leur place. Il y a beaucoup d'empathie là-dedans. Puis oui, d'empathie. Toi, tu trouves que c'est mon plus gros problème, l'empathie? Non, c'est la culpabilité. Ah oui. L'empathie, pas du tout. Mais la culpabilité, tu as dit, t'as trop d'empathie l'autre jour. Ah, j'ai dit empathie, mais c'est... Oui, t'en as beaucoup. Puis c'est très bon. Sauf quand ça se transforme en culpabilité. Oui, ça, c'est vrai. Tu vois, t'es ma grande sage. Mais... mais moi, je dis souvent, comme moi, j'adore maintenant les bébés, tout ça, mais, tu sais, il y a quand même quelque chose de positif de ne pas avoir la responsabilité familiale. Ma sœur, qui t'a lu, moi, j'ai acheté tes livres quand elle était enfant. Là, elle a un bébé de 7 mois. Moi, j'ai l'impression de ne pas être la ma tante, j'ai l'impression d'être la grand-mère. Tellement, tu sais, ma sœur, c'est comme un bébé, je comprends pas qu'elle a un bébé. Puis, fait que, tu sais, d'être entourée de bébés, puis aussi de bénéficier du côté positif, de ne pas avoir de charge mentale puis de responsabilité, parce que je pense que toi aussi, comme ça, tu sais, on est de nature inquiète. Je veux que ça soit tout le temps bien, je suis toujours inquiète, tout ça. Puis ça, c'est comme une liberté aussi. Ça amène une liberté, le sens-tu, ça? Bien, je pense que j'ai juste décidé de faire autre chose. Oui, c'est ça. C'est comme le film que je vais faire en thé, bien, c'est encore un film que je fais pour la jeunesse avec un propos qui est pour moi important. Fait que j'ai juste décidé de faire autre chose. Pour moi, c'est très... tu sais, il y a des moments difficiles dans le deuil de la maternité et de la paternité de mon chum, parce que oui, moi, on parle souvent de maternité, pas de paternité. Bien, c'est parce que moi, je l'aurais vu, je sais qu'il aurait été un bon papa, tu sais. Puis des fois, je vois des papas avec leurs enfants. L'autre jour, là, j'étais dans l'avion, puis je voyais un papa, OK, qui avait laissé son banc. Il était à genoux à côté de son banc pour que sa petite fille ait 2 bancs pour dormir. Mon chum, là, il aurait été 100 de même. OK? C'est mon chum, ça. Puis, fait que c'est un deuil aussi de le voir, lui, comme père. Puis, fait que, tu sais, c'est que c'est tellement douloureux que je suis obligée de me dire, bien, je consacre ma vie à d'autres choses, puis oui, aux futures générations et aux futurs tout court. Tu sais, souvent, j'entends des gens dire, puis ça peut me faire de la peine, avoir des enfants, ça change la perspective sur la vie, ça te rend plus intéressé au futur de l'humanité. C'est faux. Mais moi, c'est faux. Je suis une femme sans enfants et je me préoccupe pour le futur de l'humanité. Moi, je crois pas à ça, ces pour les jeunes générations. Il y a des gens qui ont des enfants, puis c'est des... Je veux dire, ils ont été égoïstes, ils vont le rester. Moi, je crois pas à ça du tout. Puis, mais moi, je trouve que c'est important qu'on en parle pour que d'autres qui vivent la même chose voient des femmes inspirantes, puis que la vie continue. La vie continue. Puis, je vais te parler d'une autre femme, Christine Fréchette. Oui. C'est la première ministre. Tu l'aurais devant toi ici. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, j'aimerais ça lui demander, premièrement, d'investir dans les écoles pour la culture. J'aimerais ça que ça fasse partie de la campagne électorale, d'investir dans la culture pour les jeunes. J'aimerais ça lui demander ce qu'elle va faire avec la promesse de la CAQ d'investir pour des inspecteurs en bien-être animal, parce que la CAQ l'avait promis et il n'y a pas eu d'inspecteurs supplémentaires depuis cette promesse. Donc, ce serait mes 2 demandes. La culture, les enfants et les animaux. Oui. Bien, tu sais, on va avoir une campagne électorale, on parle de la première ministre parce qu'elle est là aujourd'hui, mais le 5 octobre, ça va changer. Fait que moi, je prends ça aussi en note. Prends-le pour toi! Je veux entendre ça dans tes discours. Puis là, je me dirais, peut-être que j'ai eu un petit... Une petite influence. Bien, sur l'éducation, c'est sûr, ça va être très, 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 très présent, là, vraiment. J'ai hâte de t'entendre dans mes soirées électorales. Oui, en pyjama. Tu vas-tu être dans le débat? Ben oui. Yes! Yes! Je veux t'entendre dans le débat. Puis tu me diras si tu as des choses que tu voudrais que je dise dans le débat, puis je vais faire un clin d'œil, puis ça va être à toi. Tu toucheras la boucle d'oreille demain. Oh, merci! Mon Dieu que t'es généreuse. Je t'adore. Oui, je t'adore aussi. Faudrait qu'on se voit sans caméra, sans public. On dirait qu'on n'est plus capable de se parler sans qu'il y ait un public qui nous écoute. Mais nous, c'est parce qu'après ça finira plus. Mais non, mais ils sont obligés de nous arrêter.